Après des mois de faux suspense, le gouvernement a présenté sa contre-réforme des retraites et confirmé son ambition de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans et d'atteindre plus vite le chiffre de 43 annuités pour un taux plein. Le gouvernement nous explique que sans cette réforme, le système ferait faillite. Cet argument n'est qu'un prétexte. Le déficit qui est mis en avant est incertain et dans tous les cas, il sera temporaire et modéré. Dans les 25 prochaines années, le Conseil d'orientation des retraites l'estime à 0,4 points de PIB, soit moins de 3% des dépenses de retraite. En comparaison, les aides aux entreprises représentent 6 points de PIB et les dividendes 10. Alors d'où vient ce déficit? Rien à voir avec une dynamique non contrôlée des dépenses, nous révèle le corps, mais plutôt l'effet des propres mesures du gouvernement. En n'augmentant pas les salaires des fonctionnaires et en réduisant leur nombre, il y a moins de cotisations, donc plus à compenser pour l'État, ce qui ne veut pas assumer d'ailleurs cette charge qu'il a créée lui-même. Les hypothèses d'une politique peu ambitieuse en matière de lutte contre les inégalités femmes-hommes sur le marché du travail nourrissent également la prévision de déficit. Cette réforme vise en réalité à diminuer drastiquement les dépenses publiques pour atteindre les objectifs de déficit envoyés à la Commission européenne, tout en poursuivant les baisses d'impôts pour les entreprises et les riches. Au-delà des retraites, la réforme va freiner l'activité et pénaliser les salariés. La retraite repoussée, c'est moins de sécurité pour les seniors, plus de chômage et donc une pression sur les salariés pour accepter des emplois mal payés. L'OFCE prévoit une hausse du chômage de 0,9 points et une baisse des salaires qui ferait diminuer le PIB. Les entreprises seraient finalement les seules gagnantes par une main-d'œuvre finalement moins chère. On le voit, la réforme du gouvernement n'a pas de justification financière ou économique. Pourtant, ces impacts sociaux, eux, vont être majeurs. Elle renforcerait la précarité des seniors hors de l'emploi. La retraite à 64 ans augmentera le nombre d'allocataires du RSA, de chômeurs en fin de droit et d'arrêt maladie. Autre conséquence, le temps passé à la retraite diminuerait fortement en proportion de la vie. La génération des années 2000 aura une retraite plus courte que celle des années 1950. C'est une régression sociale très importante alors que le XXe siècle avait au contraire été marqué par une diminution progressive de la vie consacrée au travail. De plus en plus de personnes mourront avant même la retraite, avec un risque de mort avant la retraite en hausse de 14% chez les hommes les plus pauvres. Et la réforme va toucher particulièrement les femmes, celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, ainsi que les métiers les plus difficiles. Les soignants, pompiers, les métiers pénibles et les victimes d'accidents du travail devront travailler 2 ans de plus. Contrairement à ce qui est annoncé, cette réforme diminue les pensions des retraités. Non seulement la pension minimale pour une carrière complète ne sera que de 1 150 € net environ, mais un bénéficiaire de ce minimum, en devant travailler 2 ans de plus, perdrait 14 000 € de pension en cumulé sur toute la durée de sa retraite. Si la réforme du gouvernement est profondément injuste, le système actuel n'est pas satisfaisant pour autant. Son équilibre financier a été atteint au prix d'une hausse de l'âge de départ à la retraite et d'une baisse programmée des pensions. La question est alors la suivante. Peut-on financer une réforme de progrès social pour nos retraites et comment ? À court terme, de nombreuses ressources peuvent être mobilisées pour combler facilement un déficit très modéré. Les entreprises et les plus riches pourraient d'abord être mis à contribution. Ça passe par une suppression des exonérations de cotisations les plus inutiles, parmi la masse de 90 milliards d'euros qu'elles représentent, mais aussi un retour sur les baisses d'impôts les plus injustes, comme la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la fameuse CVAE, ou la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF. Les réserves du système ainsi que l'argent immobilisé pour rembourser la dette sociale pourraient également être employés pour améliorer le système. Une réforme plus profonde du système appelle toutefois un changement de politique économique. Mieux partager la valeur entre le capital et le travail, que ce soit par la taxation des dividendes ou la hausse des salaires et des cotisations sociales, pourrait rapporter plusieurs dizaines de milliards d'euros. L'adaptation de notre modèle économique par l'investissement dans la bifurcation écologique et la relocalisation créerait des emplois et donc des cotisations en plus pour les retraites, tout comme l'embauche des fonctionnaires dont le pays a tant besoin. Une véritable politique contre les inégalités dans l'emploi envers les seniors et les femmes concilierait impératif de justice et gains supplémentaires pour les retraites. Avec ces moyens, une autre réforme des retraites serait possible. Elle pourrait réduire la durée du travail, par exemple en avançant l'âge légal de départ et en diminuant le nombre de trimestres nécessaires à l'obtention d'une retraite à taux plein. Elle garantirait un niveau de vie satisfaisant aux retraités en mettant par exemple en place de véritables minima de pension au niveau du SMIC et en revalorisant le minimum vieillesse. Elle rendrait le système plus juste en prenant mieux en compte la pénibilité et les carrières hachées, notamment
en supprimant la double peine que constitue la décote. La dégradation du système de retraite n'est donc pas une fatalité économique, mais un choix politique. D'autres sont possibles. C'est ce que cette note de l'Institut La Boétie, rédigée par un collectif d'économistes, vous invite à découvrir pour mieux décrypter les enjeux de la réforme actuelle.